Bonjour, c'est Danitza du blog Les Perles de Sunem. Je suis ravie de vous retrouver pour notre dernier épisode sur la série des habitudes. Vous l'avez attendu et moi je suis ravie de venir avec 5 secrets. 5 secrets qui vont changer votre vie. Alors, es-tu prêt? Parce que là je suis prête. Donc, on se retrouve dans un instant et je vous promets que les choses vont changer dans votre vie à partir d'aujourd'hui. See the holy city now in all its world. Vous savez, je pense que cette vidéo sera importante pour un plus grand nombre de personnes que je ne le pense. En général, je ne pense pas que les personnes sur YouTube qui mettent des vidéos vous racontent finalement, on va dire, les dessous de la production. Mais je pense que j'ai essayé déjà d'enregistrer cette vidéo plus de 6 fois. Donc, pour les personnes qui sont en train de me regarder, vraiment, ouvrez grand vos oreilles parce qu'il se peut que dans cette vidéo, vous y trouviez quelques pistes pour un changement, j'ai envie de dire drastique, presque radical, presque merveilleux de votre vie. Sans prétention, bien sûr, sans prétention. En tout cas, ces 5 conseils m'ont vraiment fait du bien et j'espère que ce sera autant pour vous. Donc voilà, allons-y. Alors, dans les vidéos précédentes, j'ai mis l'accent sur les différents angles avec lesquels on pouvait observer, considérer en fait les habitudes. Premièrement pour mieux comprendre, et puis je pense que pour s'attaquer à quelque chose, il faut avoir une bonne connaissance du problème, de la situation ou de la question. Quand on veut changer une habitude ou créer une nouvelle habitude, il est important de passer par ces 5 étapes que je m'en vais vous dire. Donc la première étape, c'est la prise de conscience. Il est difficile de pouvoir changer une situation si, pour nous, pour soi-même, on n'y voit pas de problème, n'est-ce pas? Donc prendre conscience, ça va être capital. Ici, la prise de conscience, elle est plus facile à dire qu'à faire réellement parce qu'elle va demander un effort. Je sais qu'aujourd'hui, on n'est pas trop à faire des efforts, pourtant, c'est déterminant. Alors, prendre conscience, oui, mais de quoi? Donc, le travail va être d'identifier l'émotion, le sentiment, le contexte dans lequel on se trouve qui vont être déclencheurs de l'action, comportement, habitude dans laquelle on rentre. Donc, je vous invite à faire une description la plus détaillée possible de ce que vous ressentez juste avant, du contexte et de votre état d'esprit, juste avant de faire une action ou d'avoir un certain type de pensée qui constitue votre cible. Vous savez, c'est une étape qui est importante et pourtant pas si facile parce que rappelez-vous, les habitudes en général, au bout d'un certain moment, elles deviennent automatiques et on a oublié, comment elles sont arrivées. Pour autant, plus on va s'observer, plus cette identification va être aisée. Alors si au début, vous n'arrivez pas, ne vous découragez pas, bien au contraire, continuez. Ensuite, on va chercher la cause. Ça, c'est notre deuxième étape. La cause. Quelles sont les raisons sous-jacentes à ce type d'émotion, de pensée? Ça peut être, je ressens de l'ennui, donc je vais essayer de comprendre pourquoi. Je ressens de la frustration, du stress. Voilà, qu'est-ce qui fait que j'en arrive à ça? Et aussi, quelle est la récompense que j'obtiens quand je mets en place ce comportement? Donc, par exemple, je suis stressée, je sors du boulot, j'ai une journée chargée, je m'arrête au Carrefour Market et je vais prendre 2 litres de coca. Avant même d'être arrivée à la maison, je m'enfile 1 litre. Quelle est la récompense que j'ai? Je me sens bien, je me sens moins stressée, je suis un peu presque euphorique à cause du sucre. Donc voilà, sauf que si je fais ça tous les jours, il se peut que sur ma balance, j'ai quelques résultats qui ne me plairont pas
justement pour l'été, là, les bikinis, ça va être compliqué. Donc voilà, j'ai identifié une émotion juste avant. J'ai identifié ce que je fais en fait. Et puis, quelle est la récompense? En réalité, quel est le bénéfice? Qu'est-ce que je vais ressentir par rapport à ce comportement que j'ai mis en place? C'est bien pour soulager ou me sentir mieux. Souvent, c'est pour ça. Ça peut être pour oublier. Ça peut être parce que j'ai envie de me sentir acceptée. Vous voyez? Ça peut être un tas de raisons. Mais il y a un bénéfice à faire ce comportement. Donc là, j'ai identifié mon signal et j'ai identifié ma récompense. Maintenant, troisième étape, nous allons nous attaquer à la routine. Alors pour ce faire, dans notre troisième étape, nous allons mettre en place ce qu'on appelle une réponse compétitrice. Une réponse compétitrice. Alors qu'est-ce qu'une réponse compétitrice? Ça va être justement un comportement qui vient contrer ce qu'on a l'habitude de faire. Prenons l'exemple d'Elisa, qui est une étudiante en droit et qui est en deuxième année de licence. Donc Elisa, elle a des révisions, c'est pas si simple pour elle, mais parfois elle s'ennuie. Et Elisa, en fait, quand elle s'ennuie, elle met la main dans la bouche et elle commence à se ronger les ongles. Ça lui permet de s'évader un peu et puis surtout, elle n'arrête de se ronger les ongles que quand elle a fini de couper l'ongle. Et là, elle a un sentiment de satisfaction et même finalement d'accomplissement. Le problème, c'est que Elisa se ronge les ongles jusqu'à ce que ça saigne. Ses doigts sont pas très jolis, mais surtout, elle a une insensibilité au niveau du bout des doigts. Donc physiologiquement, il y a quand même quelque chose qui se passe pour Elisa au niveau de ses nerfs. Elisa, elle évite aussi ses amis en ce moment parce que du coup, elle n'a pas envie que les gens voient son problème. Donc Elisa est en train de s'isoler et ça, c'est en train de créer un certain mal-être pour elle. Donc ici, on a identifié ce qui se passe juste avant. Donc il y a de l'ennui, il y a probablement du stress pour elle. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va mettre la main dans la bouche. Et là, on a une sensation physique, d'accord? Donc là, on est vraiment dans la routine. Et tant qu'elle n'a pas fini ce comportement-là, tant qu'elle n'a pas fini de se ronger les ongles, elle n'arrête pas. Il y a cette décharge émotionnelle qui va faire qu'elle va se sentir mieux. Donc, pour contrer ce comportement-là, donc ça veut dire on va mettre en place une réponse compétitrice. Ce que Elisa va faire, c'est que déjà elle va observer qu'est-ce qui amène. Donc elle a déjà vu que c'est l'ennui. Quand elle va voir que ça arrive, au lieu de mettre la main dans la bouche, elle va soit mettre la main dans la poche, soit toucher quelque chose afin de reproduire cette sensation physique au niveau de sa peau. Ensuite, Elisa va essayer de divertir son cerveau, donc se changer les idées, soit passer un coup de fil à un ami, soit sortir sur le balcon, respirer un bon coup, aller boire un verre d'eau. Elle peut aussi se mettre des petits post-it sur le mur pour pouvoir un peu refocaliser en fait les choses. Donc, peu importe ce que vous allez trouver comme comportement, c'est un comportement qui va venir en compétition avec ce que vous avez l'habitude de faire. Par exemple, pour les personnes qui essayent d'arrêter de fumer, souvent ils ont ce réflexe de mettre la main et de sortir le paquet de cigarettes. Et là, ce qu'on leur dit, c'est de mettre quelque chose dans leur poche de façon à ce que quand automatiquement ils mettent la main dans la poche, et bien là, ils vont toucher quelque chose, ils vont sortir quelque chose, ils vont se rappeler « Ah, tiens, j'avais pris cette décision d'arrêter ». Par exemple, ça peut être un petit mot dans la poche, en tout cas quelque chose qui va venir contrer le comportement d'origine qu'ils essayent de changer. Maintenant, un changement n'arrive jamais en une nuit, d'accord? Donc, ça demande de la répétition. En général, il faut 21 jours pour pouvoir mettre en place une nouvelle habitude et seulement 62 à 66 jours, soit environ 2 mois, pour que ce nouveau comportement, cette nouvelle routine devienne quasiment automatique. D'accord? Ça veut dire qu'on n'y pense plus. Vous vous rappelez dans le précédent épisode pourquoi on n'y pense plus? Je vous laisse regarder pour avoir la réponse. Ok, maintenant on a mis tout ça en place
Et on est parti sur notre lancée. Jusqu'à ce qu'il y ait un couac. Ah bah oui, notre vie, elle n'est pas linéaire. On a des hauts, des bas, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et souvent, le problème, c'est pas les jours avec, c'est les jours sans. On a beau se dire, bon, bah, j'arrête de fumer, ça fait 62 jours que j'y suis, je suis sur la bonne lancée, bientôt 1 an, et là, j'ai une perte, j'ai un deuil, je me sépare de mon conjoint, mes enfants m'insupportent, et ben, réflexe, ah, j'avais un paquet de cigarettes dans le placard, je vais le prendre. Et voilà, je me suis remise à fumer. Donc, on est dans une crise et la 4e étape, c'est que faire en temps de crise. Donc, comme je viens de le démontrer, souvent, quand on a un problème, eh ben, on va se tourner vers des anciennes habitudes qui ne sont pas forcément les meilleures. Vous connaissez tous les alcooliques anonymes. Ce groupe qui est né en 1935 et qui se retrouve aujourd'hui dans plus de 180 pays a fait ses preuves. Beaucoup de témoignages des personnes qui ont fait partie de ce groupe et qui sont aujourd'hui encore abstinents et qui n'ont pas rechuté, ont traversé des périodes de crise intense. Et tous ont dit que ce programme, finalement, qui met l'accent quand même sur le versant spirituel, le fait de croire qu'il y avait une force supérieure, le fait d'avoir la foi, ça les a aidés à tenir. Les scientifiques disent que simplement avoir une croyance en une puissance supérieure, sans nommer une foi particulière, disent que c'est suffisant. Or, aujourd'hui, je crois qu'il y a une réalité et je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Pour ceci, je vais vous donner deux citations que je trouve assez explicites quant à cette force supérieure qui est d'une utilité capitale pour pouvoir persévérer dans les bonnes habitudes que nous prenons. La première citation est trouvée dans le livre des Philippiens au chapitre 4 et verset 13 qui nous est dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Je puis tout par Christ qui me fortifie. Ici, on comprend bien qu'il y a une possibilité d'accomplir, pas par nous-mêmes, mais par Christ qui nous fortifie. Ensuite, il y a une deuxième citation qui se trouve dans le livre de Jean, au chapitre 15 et le verset 5, qui nous dit que « Je suis le cep et vous êtes le sarment ». Donc ça, c'est une image qui est empruntée à la culture de la vigne et je vous invite à, si vous n'êtes pas familier, à aller chercher. Je suis le cep et vous êtes le sarment. Si vous demeurez en moi et moi en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Car séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. Je pense que ces citations sont assez explicites et parlent d'elles-mêmes. Notre 5e et dernière étape. Honnêtement, vous vous êtes rendu compte à ce stade qu'il y a beaucoup d'efforts à faire, que ce n'est pas impossible, mais que cela requiert du temps, de la patience, de la persévérance. Or, souvent, nous n'avons pas juste une seule habitude à changer dans notre vie, mais beaucoup d'habitudes. Alors, je vous dis tout de suite, si on devait changer toutes les habitudes de notre vie, honnêtement, on ferait un burn-out rien qu'avec nous-mêmes. L'idée, ce n'est pas d'en arriver à l'épuisement et finalement d'être désespéré, bien au contraire. Alors pour ça, il faut trouver la clé. Quelle clé? La motivation clé. The keystone. La motivation clé. Les études ont montré qu'une fois qu'on a trouvé cette motivation clé, il y aura un effet cascade pour un changement de plusieurs habitudes en même temps. Et pour ça, je vais vous raconter l'histoire de Marie. Donc Marie, c'est une jeune femme, elle a 35 ans. Marie, elle a beaucoup de regrets dans sa vie. Pas d'accomplissement professionnel, ça fait des années qu'elle souhaite changer de job, mais elle n'a pas les diplômes pour ce faire. Marie, c'est une jeune femme qui est mariée, mais qui vit une vie plutôt monotone dans son mariage. Pour autant, elle essaye de s'en satisfaire. Et puis aussi, elle a quelques kilos en trop et jusqu'à maintenant, elle a déjà fait des régimes, mais ça ne fonctionne pas. Marie, c'est une jeune femme qui était dynamique quand elle était un peu plus jeune et
qui aujourd'hui est plutôt dans un train-train, une routine, et elle a du mal à se retrouver. Il y a quelques années, son conjoint décide de la quitter. C'est un choc, c'est presque un tremblement de terre pour elle. Elle décide de voyager afin de se changer les idées, mais elle n'y arrive pas. Elle est dans une colère extrême. Malgré le fait que ce voyage arrive quand même quelques mois après la séparation, c'est toujours très difficile pour elle d'accepter. Elle en vient à avoir des comportements qui sont délétères pour la personne, mais aussi pour elle. Jusqu'au jour où, face à ce miroir, Marie se pose deux questions. Comment en suis-je arrivée là? Et qu'est-ce que je vais faire pour moi? Elle rentre à New York et elle décide de s'inscrire pour un marathon. Alors, comme je vous ai dit, en fait, Marie est en surpoids, elle a quelques kilos à perdre. Et surtout, en fait, son alimentation, c'est plutôt du fast-food. Elle n'a pas le temps par rapport à son travail. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette motivation a été une motivation clé pour Marie. Et au moment où elle a décidé de s'inscrire dans ce marathon et de faire tout ce qu'il fallait pour pouvoir terminer ce marathon, en fait, beaucoup de choses ont changé. Premièrement, elle va faire plus d'activité physique, mais elle va se rendre compte que changer son alimentation va avoir des effets sur ses performances physiques. Ensuite, le fait de changer ses deux premières habitudes, elle va voir qu'elle a les idées plus claires, qu'elle se sent beaucoup mieux, du fait aussi d'une libération d'endorphines, elle va avoir un meilleur sommeil. Et au fur et à mesure, elle va se rendre compte qu'elle a plus de motivation, plus de persévérance, et elle va décider de commencer son circuit d'études finalement qu'elle avait voulu depuis toutes ces années. En 5 ans, Marie aura perdu 17 kilos et aura réussi ce diplôme qu'elle a préparé. Aujourd'hui, elle a obtenu un emploi qui correspond à ses attentes et Marie est une jeune femme qui est plus épanouie. Donc, on voit bien ici qu'il y a une motivation clé et on va avoir une cascade finalement de changement d'habitude dans plusieurs points de vie. Donc, je vous encourage à réfléchir sur votre motivation clé. À mon avis, il ne faut pas attendre d'avoir un choc émotionnel pour démarrer quelque chose de nouveau. Il faut savoir que l'influence que nous avons peut avoir une odeur de vie ou une odeur de mort sur nous-mêmes, mais aussi sur ceux qui nous entourent. Et que nous sommes encouragés à de bonnes œuvres, d'accord? Donc, je pense que déjà ça peut être une grande motivation pour changer pas mal de choses dans notre vie. Alors, je t'encourage à faire les efforts nécessaires. C'est pas toujours simple. N'hésite pas à demander de l'aide à ton entourage et si ça ne suffit pas, à demander de l'aide à un professionnel pour t'accompagner dans ce cheminement. Je te retrouve bientôt dans une nouvelle série, mais en attendant, prends soin de toi. See the Holy City.